j'ai l'impression que vous êtes assez content. Alors, si on peut dire, bienvenue au Vincennes. On dira les phrases un petit peu différemment maintenant qu'on a vu le film. Je voudrais vous permettre peut-être de commencer à brûle-pourpoint. Si quelqu'un veut ouvrir par une remarque ou une question, je trouve que c'est bien que vous puissiez aussi... je sais que c'est pas toujours simple. En fait, je voudrais savoir au niveau du scénario, est-ce que c'est une histoire vraie? Est-ce que c'est plusieurs histoires qui ont été rassemblées pour avoir cette belle histoire? Oui, tout à fait. Ce sont des histoires vécues à nous. Ça arrivait à moi, à Sébastien, à nos familles, à des amitiés. Et c'est de là qu'on a pris de choses et on a, très tristement, trouvé une histoire très vite parce qu'on s'est rendu compte qu'on a une phobie à des agents des aéroports, nous. En tant que Vénézuéliens, on est les deux nés à Caracas. Et ouais, chaque fois qu'on allait aux États-Unis, c'était un petit problème, quoi. Et on a commencé à en parler de ça. Et après, on s'est dit, pourquoi on ne fait pas quelque chose qui arrive à l'aéroport? Et on a tout vite décidé qu'on devrait avoir un couple. Parce que sans le couple, il n'y a pas de film, on pense. Et aussi, on a très vite décidé que lui, il allait être vénézuélien comme nous, alors qu'elle, elle allait être espagnole. Et donc, le parcours qu'ils vont faire, c'est carrément différent parce que lui, il a très peur, il veut se cacher, vous voyez, alors qu'elle, elle pense, elle sent qu'elle a des privilèges, quoi. Mais au fur et à mesure que ça avance, elle se casse aussi. Donc ce sont deux expériences migratoires très différentes entre eux deux. Et bon, c'était un peu comme ça. Alors, il y a une question tout au fond. Ah, il y en a une là. C'est juste... Est-ce que c'est votre premier film? Oui, c'est notre premier film. C'est votre premier long métrage à tous les deux de tous les deux. fiction. Oui, c'est le premier long métrage qu'on a coécrit et co-réalisé. On n'a pas fait des courts métrages avant, entre des amis, quoi, mais c'est le premier de tout. Hein? Moi, je trouve ça génial parce qu'au début, vous mettez à la radio, vous mettez Trump, le Mexique. Donc tout de suite, moi, je pense que ça va être une question, enfin, ça va être un problème de drogue. Et ensuite, quand ils sont dans les locaux, enfin dans les bureaux, il y a les médicaments, le diabète. Ensuite, il n'arrête pas de chercher dans ses affaires. Donc c'est assez... Enfin, j'aime bien ce suspense. Donc voilà, ça m'a bien pris au ventre. Avec ça, ce sont des petites choses qui sont au scénario, mais ce qu'on a fait un peu, c'est qu'ils disparaissent naturellement, quoi. C'est ça, mais tant mieux si tu y penses, tu ressens des choses, quoi. Et avec Trump, commençant le film, nous, on a décidé qu'on voulait mettre cette radio, oui, pour te placer, pour comprendre où tu es, mais aussi c'était important pour nous parce que les choses qui sont arrivées à nous sont arrivées avec d'autres gouvernements plus, soi-disant, mieux, mais la politique migratoire aux États-Unis est toujours terrible. Ça nous arrivait quand, je sais pas, Obama, Clinton, n'importe quoi. Mais avec Trump, ça se rend plus évident que c'est plus pire encore, quoi. C'est ça, c'est pour ça qu'on a mis là. Moi, j'avais une question qui reprend un peu ce qui a été dit jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que vous nous avez dit comment est-ce que l'idée du scénario était venue. Alors peut-être vous allez nous parler de votre processus d'écriture, mais moi, ce qui me frappe évidemment dans le film,
c'est un parti pris que je trouve très audacieux, parce que vous décidez de faire un huis clos, mais là, sans, comment dire, de manière assez radicale, et que c'est tenu d'un bout à l'autre du film. Donc, vous disiez que c'était à tous les deux votre premier long métrage. Moi, quand je regarde le film, j'ai l'impression qu'il y a comment dire, un appétit de se, je vais pas dire de se cogner, mais de scoltiner la question du cinéma de manière assez radicale. Donc, je voudrais savoir comment est-ce que dans l'élaboration du film, vous êtes dit, on va prendre un parti pris aussi tendu, aussi sur l'espace. En tant que le scénario, on voulait que de la page écrite, il y a de la tension. Ouais. Et donc, c'est vrai que quand on l'a écrit, on l'a fait tous les deux ensemble. Vous savez que parfois, les co-scénaristes, un part par là, une part par là, et après, ils se rajoutent. Nous, on a fait tout ensemble. C'est-à-dire, on s'est assis là, et on faisait les dialogues. Et après, une chose qu'on faisait, on récitait les dialogues entre nous, pour nous écouter, pour voir si c'était pour du vrai ou du faux. Mais aussi, on a écrit pendant le Covid. Et donc, on s'est rencontrés beaucoup online, et on a fait pas mal part de le scénario à Google Drive. Et on se regardait à l'écran, que peut-être un de deux commençait à écrire et l'autre commençait à effacer. Mais on a fait, c'était vraiment ça, parce qu'on était en train de faire un découpage déjà là. Et donc ça, c'était un peu la collaboration organique qu'on a eue. Et après, c'est vrai que quand on écrivait, bah, il n'y avait pas une cut to une autre séquence. Ça faisait vraiment des longues pages. Mais on y croyait, quoi. On y croyait. Et on voulait faire un huis clos. Et c'était un défi, mais c'est ce qu'on voulait faire. Et là, pour te répondre comme ça, pourquoi on l'a fait comme ça et pourquoi on était très radical, ben, on avait une référence très forte qu'on aime bien. Moi, j'y retourne tout le temps à lui pour les choses, et c'est Sidney Lumet. Bien sûr. Je retourne à lui parce que... Sidney Lumet. Ouais, il a donc 12 hommes en colère. 12 hommes en colère. Ouais. Voilà. C'est un grand film, on le regarde aujourd'hui et c'est parfait. Donc, comment il a rempli l'espace, comment il rentre dans chacun de ses personnages, et comment tu y restes là en tension aussi, c'était vraiment une forte référence à nous. Mais pas seulement pour ce film, mais parce qu'il faisait quelque chose avec les séquences entre conversations. Il faisait un blocking, alors... Je sais pas, c'était une mère et un fils en train de parler, un police et un ex-policier, n'importe quoi. Mais il avait, tous ces films, il y a ça, il avait quelque chose dont il faisait le blocking de la scène, où il plaçait la caméra, à quelle distance. Et je pense qu'il rendait la caméra invisible. Parce qu'on était vraiment dans l'histoire, dans les personnages. Et donc, nous, on a 60 minutes de blocking. Et on voulait Est-ce quoi? que vous pouvez expliquer concrètement, pour les spectateurs, qu'est-ce que vous appelez le blocking en termes de mise en scène? Le blocking, en fait, c'est quand on décide où placer la caméra et à quelle distance pour une séquence. Et alors, moi, on décide de faire un gros plan, et après, on fait un plan tout court. Et après, on fait un plan du côté. Et ça, c'est le blocking, quoi. C'est comme ça qu'on construit la scène un peu, et on décide où placer tout. On appelle en français le découpage. Exactement, c'est un peu de découpage. Mais oui, on avait une très longue séquence, en fait,
presque 60 minutes. Et donc Guillemette a été... son travail était tout le temps là. C'est comme ça qu'on a décidé d'aller à quelque chose de très classique, mais très direct, droit au but, mais sans trahir le sentiment du personnage. Voilà. Mais c'est vrai que du coup, il y a dans la manière dont la mise en scène est construite, une virtuosité dans comment est-ce qu'on va filmer les visages, est-ce qu'on va filmer la personne qui parle, celle qui écoute l'autre, etc., qui est absolument, que moi je trouve absolument génial, quoi. C'est une véritable leçon de cinéma, justement dans un cadre très contraint, avec en plus des problématiques. En plus, à un moment, la lumière, ça, je trouve ça génial, parce qu'en revoyant le film, on voit qu'effectivement, il y a des travaux, mais on devient presque, comment dirais-je, vous nous poussez, nous les spectateurs, à devenir un peu paranoïaque avec le bruit qui arrive. On se dit, mais est-ce qu'ils le font exprès, etc. Donc voilà, non, je trouve que c'est vraiment extrêmement précis aussi comme travail. Alors peut-être vous nous parlerez du travail que vous avez fait avec les comédiens, mais je pense que le micro est arrivé. J'ai une question au niveau de l'écriture. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez envisagé un twist ? Parce qu'on passe beaucoup de temps, effectivement, enfin, la police soupçonne pendant longtemps l'homme. Et est-ce qu'à un moment donné, vous avez envisagé de twister vers elle ? Et si vous l'avez envisagé et refusé, puisque finalement, ce n'est pas ce qui se passe dans le film, pourquoi ? En fait, on a les twists qu'on a envisagés, ils sont tous là. On n'a pas envisagé d'autres. On voulait très vite qu'il soit ramené à la salle d'inspection secondaire. Boum. Très vite à la chambre. Boum. Ils vont le questionner. Ils vont le mettre en... Ça va être tendu. Ils vont révéler quelque chose. Et on va les séparer. Et on va rester dans la chambre. Et ils vont se rencontrer. Et ils vont le laisser rentrer. C'était comme ça. Et donc ça, c'était un peu la structure. Et donc, tout ce qu'on avait envisagé, c'est là, quoi. Ouais, c'est ça. Mais il y a une chose, je voulais... Rebondir ? Ouais, que c'est vrai que le film, c'était très important pour nous, avoir le visage de la personne qui parle, mais le visage de la personne qui réagisse. Donc on a tourné avec 2 caméras en même temps, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, quoi. Il fallait vite. Et donc c'était pas une caméra A, une caméra B, c'était plutôt 2 caméras A. Pour nous, c'était vraiment important. Et on a tourné en 17 jours. Ah oui, 17 jours. 17 jours. Et on a tourné les interrogatoires 11. 11 jours. 11 jours. Et on a demandé quelque chose, et c'est assez rare faire ça au cinéma, vous savez, on a tourné chronologiquement. Mais ça, c'était superbe pour nous, pour les comédiens, pour l'équipe. On savait où on commençait, où on allait finir la journée. C'était vraiment parfait. Donc on a fait beaucoup de tours à la chambre. Mais c'était parfait. Oui, parce qu'en plus, elle n'est pas grande. Donc 2 caméras. Oui, c'est vrai. Le son, il faut imaginer ce que ça veut dire. Parce qu'au fond, on n'imagine pas, mais... Oui, le décor, en plus, c'était un budget limité. Vous savez, quand on fait les décors et on les construit, on a fait ça à Barcelone. Et si tu as de l'argent, tu construis un décor, tu peux bouger les murs, quoi, pour avoir plus d'espace. Mais nous, on l'a fait fixe. Oui. Mais on a voulu faire ça aussi parce qu'on a laissé juste l'espace pour que les 2 caméras sont là, les 2 booms avec le son sont là, les comédiens et tout ça, et donc ils se sentaient un peu coincés, quoi. Mais bien. Oui. Juste. Mais je vais passer la parole à la dame qui a le micro, mais effectivement, je disais tout à l'heure, on devient paranoïaque dès qu'on entend le bruit. Vous avez dit que vous avez écrit le film pendant le Covid.
c'est aussi un film claustrophobe. Et je me dis peut-être enfin, on a un peu oublié, mais au fond, je trouve que c'est un très bon film post-Covid aussi. C'est-à-dire que Welcome Back, quoi. C'est quand même je trouve d'ailleurs que le titre en français est vachement bien pour ça, parce qu'il est polysémique sur. Bah ouais. Voilà. On a tourné avec le Covid. Ouais. Il y avait Omicron. Heureusement, on avait 4 comédiens seulement. Merci. Est-ce que votre film a été présenté aux États-Unis? Et si oui, comment est-ce qu'il a été accueilli? On est allé pour la première fois le présenter l'année dernière, au mois de mars. Il a été sélectionné par le South by Southwest Film Festival. Et c'était à Austin, Texas. Donc, on s'est rendu au Texas. On nous a laissé entrer. Mais on a des passeports espagnols maintenant. Donc, vous voyez, ils ont traité, il n'y a pas eu de problème. Et on est la même personne. Et donc, on y est rentré. Le film a été très, très bien reçu, en fait. Au Texas, il y a une très grande communauté de migrants. Et donc, ils se sont profondément identifiés avec le film. Et ils les ont remerciés. Parce que ils se rapprochent, ils disent ben, moi j'ai passé par ça, moi pire, etc., etc. Et après, il y a eu un autre retour, et c'était, les gens du Texas, quoi. J'imagine. Et parmi eux, ils se rapprochaient, et ce qu'ils nous disaient, c'est « Je suis désolé, je ne savais pas que ça arrivait à mon pays. » Bon, je ne sais pas, hein. Mais en tout cas, le film est très bien reçu là-bas. Et je pense que, parce que tu peux regarder qu'est-ce qu'ils disent, le film est un streamer là-bas maintenant, et donc tu peux voir qu'est-ce qu'ils écrivent sur le film. Et ils sachent que le procès migratoire là-bas, c'est très, très compliqué, et très abusif, très honteux, quoi. Le temps du film, 1h18. Est-ce que c'est un choix? Est-ce que ça correspond à un interrogatoire, par exemple? Ou est-ce que c'est la suite de quelque chose? Vous l'avez choisi, ce 1h18? Ou c'est venu par hasard? Moi, j'aime bien les films courts. Mais c'est vrai que notre premier montage, c'était en fait, je pense que on est en 73 sans le générique. Donc le premier montage, c'était peut-être 87 minutes. On l'avait vraiment... C'était comme ça. Mais on a coupé quand même 13-14 minutes de dialogue. Ça fait quelque chose. Mais on n'a pas coupé une séquence complète. On a coupé un peu ici, un peu là, un peu ici, un peu là, un peu ici, un peu là. Mais ça, on l'a choisi avec le monteur. Et moi aussi, je suis monteur, donc j'aime bien couper. On aime bien couper. Et les producteurs aussi, on aime bien couper. Parce qu'on aime bien, on s'est passé bien parce qu'on s'est dit, ouais, il faut aller droit au but. Et si l'information que tu as est déjà dit, il faut pas en répéter. Et si l'émotion est là, après, vous pouvez compléter tout. C'est pour ça que le film est à sa duration, quoi. On ne voulait pas y rester trop longtemps. Et c'est comme ça aussi qu'on a trouvé la tension au montage. Parce qu'on voulait un peu travailler le montage comme un clockwork, comme une horloge. Oui. Comme une horloge, oui. Ouais, comme une horloge, c'est un peu le même rythme. C'est une mécanique horlogère, quoi. Exactement. C'est un même rythme. Ça ne va pas plus vite ou plus lent, c'est le même. Et ça donne un peu d'angoisse, parce que la situation est très désagréable déjà, mais le montage est toujours presque le même. Donc ça a aidé, tout a aidé, à que ce soit cette duration. J'ai 2 ou 3 petites questions.
premièrement, quel était le budget? Deuxièmement, comment avez-vous pu financer le film, puisque vous n'avez pas de track record, d'après ce que vous dites? Ouais. Et troisièmement, il me semble à un moment donné que la jeune femme a sorti une bouteille d'eau pour boire quand elle était, je ne sais pas, quand elle faisait la queue ou quelque chose comme ça, oui. Et je me demande comment elle est passée par les contrôles avec une bouteille de cette taille, parce que je pense qu'on a tous une petite appréhension quand on passe les contrôles d'avoir oublié quelque chose, etc. Et il m'est arrivé par inadvertance un jour de passer avec un petit couteau. Je n'ose pas penser que ce qui serait arrivé si on l'avait trouvé. Voilà. Et la dernière question était comment avez-vous trouvé ces formidables acteurs qui, sur le plan physique et sur le plan jeu, étaient impeccables? En fait, si vous descendez de l'avion avec votre bouteille d'eau, ça va. Mais si vous en allez faire le check-in, ça va pas. Donc, la bouteille d'eau, ça marche. Mais le couteau, jamais. Hein. Et après, pour le budget. Le budget, moi, jusqu'à ce jour, je ne sais pas vraiment combien c'est le budget exact, mais c'était vraiment très, très indépendant. On dit un film très indépendant, c'est moins d'1 million, c'est sûr. Vous voyez? Et après, comment est-ce qu'on a trouvé le financement? Ça a pris trop de temps. Bien sûr, parce que 2 réalisateurs vénézuéliens à Barcelone, on a une histoire. Mais le producteur, il est de Barcelone, et c'est lui, le premier qui a lu le scénario, il a beaucoup aimé. Beaucoup aimé. Et Sébastien, il avait travaillé avec lui, parce que Sébastien, il est directeur de photo. Ouais. Et donc, on a fait un meeting avec lui, il a tellement aimé le film, il dit, on va le faire, je ne sais pas comment, mais on va le faire. Ça a pris 7 ans. Alors, c'est presque une blague. 2 réalisateurs vénézuéliens, un producteur de Catalogne, et après un autre producteur du Pays Basque, un autre producteur de Galice, et ils veulent raconter une histoire qui se déroule aux États-Unis. Et que l'Espagne produise le film. C'est presque une blague. Donc on a eu beaucoup de non. Mais, et c'est là, je vais revenir avec votre question sur les comédiens, Alberto, il a lu le scénario, parce que le producteur le connaissait. Et il a complètement aimé le scénario. Et nous, on était ravis que ça soit lui. Et donc, comment on les a trouvés? Bon, d'abord, Alberto, il connaissait le producteur. Qui joue Diego. Qui joue Diego, oui. Et il a vraiment aimé l'histoire parce qu'en fait, il est argentin. Donc, il a déménagé à Madrid il y a plus de 20 ans. Donc, l'histoire migratoire l'a touché et il a aimé le scénario. Et la chose avec Alberto, c'est que c'est un très bon acteur, un être humain, un artiste, mais aussi il est très doué avec les accents. Super doué. Lui, il joue un Narcos. Si vous avez vu Narcos, il fait un Colombien et c'est colombien. Donc, quand il nous a dit, l'accent vénézuélien, je n'ai pas fait. On a dit, bon, ok, on te fait confiance, parce que, ouais. Et il a fait quelque chose de très spécial, c'est qu'il a fait un accent vénézuélien d'une personne qui a déménagé du Venezuela il y a très longtemps, donc c'est différent. Et après, il a parlé l'anglais comme un Vénézuélien. Donc il a fait toutes ces choses-là, et en plus, il a incarné un personnage qui est très nerveux, très introspectif. Il a fait tout ça. Et donc, pour nous, c'est une merveille, lui. Et après, Bruna, elle était tout le temps là dans, comment on dit, une wish list. C'était comme... Dans le... Ouais. Oui. Ouais. Voilà, on souhaitait. La liste de vos souhaits, oui. Ouais, on souhaitait vraiment travailler avec elle. Moi, je l'aime beaucoup.
Et elle a dit oui très vite. Elle travaille avec beaucoup de précision. Elle est très analytique. Vraiment, elle regarde toutes les paroles, elle dit pourquoi j'ai dit ça, etc., etc. Mais en fait, ce qui sort à l'écran, c'est très intuitif et très naturel. C'est quelque chose de magique à elle. Et le plus proche que tu es d'elle, le plus tu ressens ce qu'elle ressent dedans versus ce qu'elle dit. Et elle a un registre très, très spécifique. Donc tu te rapproches à elle, tu dis, bon, on fait un petit peu plus, et c'est carrément différent. Un petit peu moins, elle fait une autre chose. Elle est très sensible. Je l'adore, elle est incroyable. Et après, pour Laura Gomez, l'agent, oui, on voulait vraiment travailler avec elle, on ne savait pas comment y arriver à elle. Elle est connue aux États-Unis parce qu'elle a fait la première série de Netflix, s'appelait Orange is the New Black. Oui, donc, une série qui a été très vue en France ouais. aussi. Donc, on ne savait pas, on veut travailler avec elle. Mais l'histoire drôle, c'est que Sébastien, elle a une amie qui est script supervisor à New York. Et tout d'un coup, un jour, il a vu aux réseaux sociaux, à l'Instagram, que Laura était en train de prendre un verre avec Laura. Donc il m'a dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Moi, je dis, je sais pas, demande. On n'y perd rien. Donc on a demandé, est-ce qu'on peut envoyer un scénario à Laura? Et Laura, elle a dit oui. Donc comme ça, on a dépassé tous les agents. Tout. Elle a lu le scénario, elle a dit, je veux le faire. Et même ses agents lui ont dit, non, mais c'est un petit film, tu vas faire ça. Et toi, non, non, je veux le faire. Elle a voulu le faire. Et Laura est aussi très... elle est très forte, comme vous voyez, au film. Et en fait, une chose qu'elle a fait, elle a basé son personnage à une cousine d'elle qui travaille à l'aéroport des États-Unis. Et elle a dit, bon, je ne partage pas tellement ce que fait ma cousine, mais elle m'a vraiment aidé à faire ce personnage. Et après, Ben Temple, l'autre agent, il est à Madrid, mais il est né à New York. Donc il sait vraiment comment c'est le comportement là-bas, quoi. Ouais. Oui, mais on vraiment remercie ce cadeau d'acteur. C'est un vrai cadeau parce qu'il faisait 8 à 10 pages par jour. C'est énorme. Et ça, c'est énorme. C'est énorme. Et ils étaient là, comme ça. Et si je peux me permettre de reprendre une petite chose que vous avez dite et que je trouve très très forte dans le film, c'est que alors qu'on est effectivement dans un huis clos, alors que même on est quasiment dans une unité de temps en fait, et que voilà, tout est tendu, etc. Et pourtant, je trouve que, et ça vous allez me dire c'est les comédiens, mais c'est aussi ce que vous leur avez demandé de jouer. Et ce qui transparaît, c'est combien est-ce qu'en fait ces personnages, tous, y compris l'agent joué par Laura Gomez, il y a quand même quelque chose qu'on voit derrière qui n'est pas monolithique. Avec Laura, on a très vite décidé que on l'a cherchée à elle parce qu'on ne voulait pas que ce soit une nord-américaine. Vous voyez? On ne voulait pas. On voulait qu'elle ait quelque chose de latino. Mais ça, c'est parce que quand nous, on allait aux États-Unis, les agents qui nous traitaient pire, c'était les latinos. À nous. Et donc, ça veut dire quelque chose de très fort là. C'est comme si elle oublie d'où elle vient. Elle fait partie d'un système, quoi. Et pourtant, elle rappelle l'histoire de son cousin, ouais. Aussi quelque chose qui vient faire de la provocation aussi. Ouais. Hein. Absolument. Comme tendre des pièges en permanence. Absolument, absolument. Mais on voulait aussi qu'on traverse... on ne cherchait pas ça, mais c'était comme naturel à l'écriture. On cherchait, et après quand on regarde, c'est vrai qu'il y a tout le sentiment là. Il y a tout le sentiment. Et la tension et la recherche de ces sentiments, c'est à travers des questions et des réponses, et des regards. Et oui, on s'est dit, qu'est-ce qui peut se passer ici
pour que ce couple explose intérieurement. Oui, parce que c'est C'est ça ça. qui se passe aussi. Merci pour ce beau film. Ah, merci. Et du coup, je voulais savoir si vous aviez d'autres projets, si vous aviez fait ce film parce que vous vouliez raconter une histoire. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous projetez dans le futur avec d'autres histoires à raconter? Oui, il y a des prochains projets. On est en train d'écrire par séparé. On a des projets par séparé maintenant. Et chacun est en train d'écrire. Donc, oui. J'espère qu'on... Ni lui ni moi, on prend 7 ans encore. Sinon, on va mourir. Merci beaucoup pour votre film. Je ne sais pas parler dans un micro. Et merci pour la fin qui m'a scotché et qui laisse imaginer une possibilité de futur pour ces deux personnages qui en fait sont mis à nu l'un devant l'autre. Voilà. Merci. J'ai beaucoup aimé votre film. Il m'a aussi fait penser à Midnight Express. Ah oui. Midnight Express. Et Ouais. vous présentez ça sous une forme trajectoire migratoire. Moi, je trouve que c'est le passage de frontières. Moi, je suis pas immigré, mais quand je passe une frontière, je ressens à peu près la même chose que les personnages subissent. Et la notion d'humiliation dans les interrogatoires aussi est extrêmement bien traitée. Est-elle vraie? Et enfin, je trouve que la fin est pas bâclée, mais trop rapidement traitée. On n'a pas le temps d'atterrir, hein, que le mot fin s'affiche à la fin du film, avec le Bienvenue aux États-Unis qui est traité trop rapidement. Et je trouve ça dommage, mais sinon c'est un film super et que je conseillerais. Merci. Nous, en tout cas, on ne voulait pas rester plus de temps. Et on voulait justement finir avec cette phrase. Ça y est. Ouais. Parce qu'il y a un effet de sidération, du coup. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant que le couple, que tout a explosé? Qu'est-ce que veut dire le bienvenu, quoi? Hein, je trouve qu'il y a presque un effet comique, d'ailleurs. Enfin, ça peut être comique, mais ça arrive. Ça arrive Voilà. parce que le truc, c'est que les agents, ils peuvent t'interroger pour n'importe quoi. Mais en effet, s'ils ne trouvent pas quelque chose vraiment de très criminel pour te renvoyer, mais ils te laissent rentrer. C'était comme ça pour nous. Mais ils te déchirent la vie pendant quelques heures. C'est pour ça qu'on a dit, non, ils vont rentrer, c'est sûr. Une question. Finalement, est-ce qu'ils restent ensemble? Bon, nous, on aime bien que vous complétez. Ouais. Ouais, nous, on aime bien ça. Ouais. Il y a plusieurs théories. Soit beaucoup de thérapie, soit bye-bye, soit on reste, soit on retourne. Ouais. mais en même temps, c'est les vraies questions de la vie aussi. Ouais. Hein? Ouais. C'est pour ça que les films, en général, ils sont plutôt là pour qu'on se pose des bonnes questions plutôt que pour nous faire la leçon, je crois. Il me semble. Ouais. Moi, c'est tout bête comme question, mais genre, quand le mec devant, il lui passe son stylo et qu'après, il demande est-ce que on vous a donné des objets et qu'ils disent non, est-ce que c'est intentionnel ou pas? Non, c'était pas intentionnel parce que cette question-là, ça a à voir quand tu fais tes bagages, mais pas avec le stylo. Mais c'est une bonne... Ouais. C'est une bonne... Je ne sais pas comment le dire parce que je suis un peu timide et réservé. Il y a quelque chose d'essentiel dans ce film qu'il faut retenir. Je voulais dire ça. Ne mentez pas à votre compagne. Dites-lui la vérité dès que vous arrivez. Moi, j'ai dit à la mienne, j'étais multigamme. Elle le sait. Merci. Ouais, en tout cas, ça plutôt, mais j'y rentre un petit peu là. Plutôt que mentir, il a décidé de ne pas dire quelque chose. Mais je vais rentrer un petit peu là-bas. Quand on vient des pays un peu comme... où les pays comme les États-Unis vont te regarder beaucoup,
Parce que le problème, c'est d'où tout vient. D'accord? Alors lui, il est vénézuélien. D'accord? Et oui, avant, il allait faire un mariage arrangé. C'était consensuel, c'était arrangé, il allait le faire. Ouais. Et après, il a rencontré Elena. Il a vraiment tombé amoureux. Et tout marche bien. Et alors, il y a deux choses. Je crois, nous, Juan-Sébastien et moi, on croit qu'il ne raconte pas seulement puisque sa personnalité est un peu comme ça, mais aussi parce qu'il a honte de ça. Il est en train de survivre, vous voyez? Parce qu'il n'a pas une base pour y retourner. Et c'est ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça explose au pire des endroits, au pire des moments. C'est ça. C'est ça. Ouais. Et peut-être que Diego, après l'expérience, il a eu tort de ne pas y en parler. Mais aussi, Elena, elle a aussi tort d'y croire à tout ce que les agents disent par cela. Et donc, c'est ça. Et il y a un autre truc, je veux dire. Il y a 20 ans, ouais, peut-être 23 ans, j'ai fait un entretien avec Patrice Chéreau. Ouais. J'aimais bien ce film. C'était pour un film called Intimacy, sur des relations. Intimité, oui. Ouais, intimité, pardon. Et lui, il m'a demandé à la fin de l'entretien, est-ce que tu as une copine? Est-ce que tu es marié? Moi, je dis, non, oui, je suis avec quelqu'un. Il me dit, est-ce que tu la connais? Moi, je dis, oui, je crois que oui. Ouais. Et il m'a dit, tu ne vas jamais la connaître. Jamais. Et si tu peux vivre avec ça, ça va aller. Et ça a resté. Moi, j'avais une question. Donc, merci beaucoup pour les films. Et moi, je viens de Barcelone. Donc, une chose qui m'a surprise, c'est de voir à quel point vous avez fait le parti pris de faire que Elena, elle parle catalan, la radio en catalan, lui-même, il a appris les catalans. Donc, je me demandais comment vous aviez pris cette décision d'amener ces points-là aussi fortement dans le film aussi. Oui, parce qu'on voulait tout juste être le plus naturel possible, alors que moi, j'habite à Barcelone, et tu sais, tu peux en parler. Moi, je ne parle pas très bien catalan, mais je le comprends. Et donc, on voulait ça entre eux. Et c'est vrai que quand tu as des couples, les gens peuvent parler une sorte de mixture entre espagnol et catalan, mais on voulait qu'elle en parle naturellement quand elle voulait, tu sais. Et c'est comme ça qu'on a ramené tout. Mais pour nous, c'est enrichissant, quoi, d'avoir tout là. Espagnol, catalan, l'anglais, mais en tout cas, ça répond à quelque chose de naturel au personnage. J'avais une question pour rebondir un peu sur ce que vous disiez, madame, sur les fausses pistes éventuelles. Il y a cette scène où Diego, quand il est tout seul dans la pièce, il ouvre le dossier et il regarde frénétiquement ce qu'il y a dedans et on voit qu'il est extrêmement tendu, donc ça laisse à penser qu'il y a peut-être encore quelque chose de plus grave. Donc est-ce que c'est ce que vous avez voulu créer, cet élément de tension? Et puis je trouve qu'en creux, il y a une réflexion aussi sur d'où viennent tous ces documents et qu'est-ce que les services collectent comme documents sur nous et aussi comment ils les obtiennent. Alors ils ont fait des demandes à l'ambassade, mais je trouve quand même que c'est une réflexion très contemporaine et très forte sur d'où viennent tous ces renseignements en fait, que les services ont sur Diego, sur nous tous en fait. Je crois que ça commence avec le téléphone qu'on porte. Et je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'informations qui font une alimentation à un algorithme, quoi. Et après, ils ont des renseignements sur nous parce que c'est tout électronique, quoi. En tant qu'aux États-Unis, oui, ils te demandent donne-moi ton Facebook, ton Instagram, tout ça, parce qu'ils vont regarder tout. Et ils ont peut-être déjà regardé, mais ils demandent. Vous voyez? Ça marche comme ça.
Et en tant que cette scène tendue de Diego seul, il va regarder les papiers, nous, je crois qu'il n'a pas réussi à lire rien de ce qu'il y a là. Mais en tout cas, c'était un peu, bon, s'il te plaît, ne fais pas ça. Et il le fait. Mais c'était justement pour ça. Qu'est-ce que tu fais tout seul là? Il veut en regarder, il n'arrive pas. Si vous permettez, je veux juste rebondir sur cette scène que je trouve là aussi assez géniale et la manière dont elle, par la façon dont elle est filmée, comment elle est montée, etc. Comment elle fait monter la tension, aussi comment nous devenons, parce qu'on ne peut pas s'imaginer, on a tous vu des films avec la glace en teint, d'ailleurs ils se demandent tous les deux, est-ce qu'il y a une caméra dans la pièce? Bah oui, forcément il y en a une, et c'est nous les voyeurs. Et du coup, je trouve qu'elle instaure aussi quelque chose d'un moment, alors vous parliez d'intimité, mais où nous sommes tout seuls avec lui, nous les spectateurs. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est un piège qu'on lui ait laissé les documents. Et que ça nous met, nous les spectateurs, complètement à l'intérieur du piège. Bah, merci pour ça, parce qu'on voulait vraiment que ça soit une sorte d'expérience immersive, y être tout près, y être sur eux. La caméra, soit elle est sur eux deux, soit sur lui, soit sur elle. Et c'est ça, vous voulez qu'ils soient participants. On est là. Ouais, exactement. Merci pour votre film. Ça m'a fait réaliser un petit privilège que j'ai, parce que je suis française par mon père et je voyage sans angoisse des douanes. Mais quand je voyage avec ma mère qui est mexicaine, je la vois souvent très nerveuse. Je serai plus délicate à l'avenir avec elle à l'aéroport, parce que c'est vrai qu'on ne se rend peut-être pas compte de ce que tout le monde traverse dans la même expérience. Et pour revenir sur les questions juste avant, et puis maintenant aussi avec vous, il y avait l'élément du frère. Est-ce que c'était une piste supplémentaire ou est-ce que c'était juste une suspicion à créer auprès du spectateur? Est-ce qu'il y avait un danger de mise à nu supplémentaire pour Diego? Non, il n'y avait pas de danger avec le frère, il voulait seulement aller le voir et dire bonjour, c'était tout. Ils n'ont pas réussi. Mais ouais, c'est ça. Bonsoir. Comment ça se fait que vous parliez si bien français? J'aime bien les films français, quoi. Non, c'est pas vrai. Oui, ça c'est vrai, c'est sûr. Mais non, j'ai vécu à Bruxelles pour 3 ans, quand j'avais 9 ans. Et après, ça restait. Je regardais beaucoup de cinéma et je lisais beaucoup et ça reste, quoi. J'aime bien. J'ai des amitiés ici, à la Belgique. J'adore. Bonsoir. Oui, moi je voulais poser une question sur cet interrogatoire ultra intrusif pour demander si c'était légal, dans la mesure où on sait à quel point les Américains sont procéduriers et seraient capables de coller des procès si les questions posées n'étaient pas dans une stricte légalité. Alors évidemment, ce qui fait peur, c'est qu'on n'est pas avocat, on ne sait pas s'ils ont le droit de poser ce genre de questions. Mais franchement, des questions sur combien de fois on a des rapports sexuels par semaine, est-ce qu'on est pour ou contre le mariage, c'est des questions que des agents d'immigration peuvent légalement poser. La chose, c'est que quand vous êtes à un aéroport et vous passez un contrôle comme ça à une chambre, c'est comme être à un limbo. Vous n'êtes pas dans le territoire, ni en dehors, ni dans les votre limbes. Exactement. Donc ce sont des choses qui arrivent à porte fermée. Vous voyez? Et il y a vraiment des cas beaucoup plus pires que ça. Beaucoup plus. Et ce genre de questions, ils le font déjà aussi dans une légalité parfois si quelqu'un va se marier aux États-Unis et donc n'est pas des États-Unis, il y a vraiment un entretien très très fort pour le faire croire que vous êtes vraiment un couple. Et l'interrogatoire, c'est très fort et très intrusif et très abusif. Et ça, c'est déjà légal. Donc, imaginez ce qui se déroule aux aéroports. Sans avoir un exemple précis, je pense que par exemple, quand il y a des enquêtes également en France pour savoir s'il y a une suspicion de mariage violent pour avoir les papiers,
je suis à peu près certaine que ce sont ce type de questions qui sont posées avec chacun dans une pièce différente pour essayer de coincer et de voir qu'en fait, voilà, c'est une suspicion de mariage blanc et donc on ne va pas donner le papier. Ça, je suis quasiment certaine que ce n'est pas le privilège des États-Unis. Et je ne suis pas complètement certaine, enfin, voilà, que... moi, il ne faut jamais... Je me reconnais beaucoup dans le personnage, évidemment, féminin, mais il ne faut jamais faire de blagues. Moi, je sais que la dernière fois que j'ai fait un passeport, on m'a demandé de mettre mes cheveux derrière mes oreilles et j'ai répondu « Pourquoi vous allez prendre les empreintes digitales de mes oreilles ?» Ça s'est très, très mal passé. Donc, voilà. Donc, il ne faut pas... Ça rigole pas du tout. Et ici non plus. Enfin, il n'y a pas d'humour dans ces circonstances-là. Ça, c'est une anecdote qui n'est évidemment pas... Mais je pense que les interrogatoires aussi en France doivent, dans certains cas, être au moins aussi intrusifs. Alors, j'allais dire que c'est pas moins sombre, puisque c'est la partie sombre, c'est cette espèce d'instant un peu volé par l'obscurité, que je trouve très beau. Et qui donc la lumière claque, hein, enfin voilà, ils ont fait péter les plombs et il y a ce moment comme ça entre les deux femmes dans la pièce obscure et je trouve que c'est le seul moment où il y a une sorte, ça répond au fond presque à la scène de Diego seul qui essaye de regarder les papiers, hein. Et où là, en revanche, c'est les deux femmes seules, et elle lui dit « ça va ». Enfin, ça fait partie, pour moi, de la manière dont l'écriture cinématographique du film est à la fois extrêmement tendue, au sens où il n'y a pas de gras, quoi, comme vous l'avez dit, droit au but, et en même temps très fin. Merci. Merci beaucoup, vraiment. Bah non, mais on est d'accord, non ? Je ne sais pas s'il y a... pas d'accord. Dans cette scène, le personnage de la migrante, ou du migrant, est cadré à droite, le visage pratiquement face à l'écran, et pas du tout à gauche, pas du tout au milieu de l'écran. C'est pas par hasard. C'est très tendu, elle est là contre le mur. D'ailleurs, l'interrogatrice de l'autre côté est pareil, mais à gauche. C'est pas si détendu que ça, ce passage où on les voit toutes les deux l'une après l'autre. Je suis d'accord, c'est pas détendu, mais il y a quelque chose qui se passe, qui est volé quand même dans le fait qu'elle lui dit ça va. On y pense qu'elle va être gentille, mais non. Vous voyez ? Non, pas du tout. C'est ça. Ouais. Bon, bah écoutez, en tout cas, vraiment, je voudrais infiniment remercier Alejandro Rojas d'être venu à Vincennes.